Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Face à Face. Jean-Claude Kousikessa et moi recevons pour vous aujourd'hui un acteur social d'abord, un panafricaniste comme il aime bien s'appeler, un acteur social, il connaît aussi les notions politiques, il est congolais, il s'agit bien de M. Norbert Yamba. Il est à la tête d'un mouvement citoyen. Seulement, ce mouvement met ensemble les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Il s'agit bien de la NVP. Il faut entendre par là nouvelle vision panafricaine. Il prône l'Afrique par le panafricanisme. Avec lui, on va décortiquer, savoir à quoi cela retourne. JC, Norbert Yamba, il n'est pas trop à présenter, mais pour des raisons d'usage, on va le faire parce que c'est un nom qui a beaucoup œuvré à la société civile et qui a des idées que lui présente comme nobles qui peuvent sauver le Congo de cette impasse politique qui ne fait que durer. Jean-Pierre Norbert Yamba, c'est un vieux routier, non seulement dans la société congolaise, comme vous l'avez dit, mais dans la classe politique aussi. C'est un cheval infatigable qui a été de tous les combats. Il a été à l'IDPS, il a été au niveau de la nouvelle dynamique de l'opposition. Tout dernièrement, ils ont fait cavalier avec M. Bertrand Iwanga, avec le FCR. Aujourd'hui, Norbert Yamba, vous l'avez dit, acteur social à travers ce mouvement citoyen qui se veut fédérateur des énergies et des intelligences des acteurs sociaux et politiques à travers la nouvelle vision panafricaine. Qu'est-ce que cela renferme comme cahier des charges, comme feuille de route? Eh bien, nous allons découvrir le poteau rose ce soir avec notre public. Ok, il faudra vous rappeler qu'avec Norbert Yamba, 4 principales questions feront l'objet de notre entretien. Nous parlerons de la Syrie, de la Russie, un bloc qui est en train de voir le jour, très difficile à démanteler. Nous parlerons de la Chine qui est en Afrique de manière assez permanente et puissante même parce que ça bouscule les lignes, ça dérange certains calculs. Nous parlerons également des puissances émergentes en Afrique JC. On connaît des pays qui sont en train d'émerger, qui font la pluie et les beaux temps du continent africain et nous chuterons sur la question qui concerne la Belgique et la RDC. Sommes-nous déjà au point de non-retour? Toutes ces questions, Norbert Yamba y répondra parce qu'il est aussi un expert des questions internationales. Bonsoir, M. Yamba. Bonsoir. L'actualité oblige plutôt, on ne peut pas nous passer de la question. Il y a très peu, il y a une tripartite au Palais de la Nation entre le chef de l'État Joseph Kabila, le chef de l'État angolais, Joao Lourenço, et les Congolais de Brazza, Denis Sassou Nguesso. Une telle tripartite à cet instant, pensez-vous qu'elle vaut la peine? Bien, écoute, je suis panafricaniste. Je prône n'est-ce pas, l'union des régions pour qu'au finish, on puisse avoir les États-Unis d'Afrique. Et lorsqu'il y a une volonté volontariste dans les différents chefs d'État, dans les différents pays voisins, de se retrouver pour rechercher des solutions autour véritablement de leur entité, moi je ne peux que saluer. Saluer parce que, croyez-moi, l'Afrique a la forme de revolver, la gachette se trouve au Congo, déclaré Franck Fanon. Et donc, si on regarde la géopolitique africaine, nous avons 5 pôles. Vous avez le Nord, et là, c'est piloté, la locomotive, c'est l'Égypte. Et tous les pays satellitaires comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., sont des pays aujourd'hui qui sont en plein développement. En fait, on dirait même que ce sont des pays développés. L'Égypte, lui seul, regorge 310 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous êtes à l'ouest, vous avez le Nigeria avec 520 milliards de dollars. Le Nigeria est entouré par le Ghana, par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., le Mali. Tous ces pays se battent à longueur de journée pour avancer. Et lorsque vous regardez à l'est, c'est le pays qui était autrefois considéré comme le pays affamé, c'est l'Éthiopie. Et aujourd'hui, la plus grande puissance régionale, aujourd'hui, c'est l'Éthiopie qui draine autour de lui le Kenya, pratiquement dans les mêmes conditions. Et je termine qu'au niveau de l'Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa. Le Congo-Brazza, l'Angola,
le Tchad, le Centrafrique, le Gabon, sont des pays satellitaires. Et si le Congo ne marchait pas comme aujourd'hui, vous avez suivi que tous ces pays ont des centaines de milliards de dollars, nous avons seulement 40 milliards. Avec la dégression du taux de croissance, nous sommes en dessous de 40 milliards. Et donc le Congo est à genoux. C'est un trou noir. Et s'il y a encore des problèmes aggravants, ça risque d'aggraver la situation déjà précaire. Il faut que les gens se mettent debout pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir le Congo de son sommeil de mort. Et donc, moi je salue véritablement cette rencontre et je pense que ça va donner véritablement des solutions. Mais généralement, les rencontres entre les chefs d'État africains ont toujours été le cadre où ils se soutiennent mutuellement, où ils mutualisent véritablement leurs énergies. Il me semble que ce ne soit pas le cas parce qu'il s'agit d'un problème d'organisation des élections, d'un problème de ramener la paix, parce que, croyez-moi, Monsieur Jean-Pierre, lorsque je me suis rendu dernièrement à Dakar, j'ai fait un petit saut à Damandio. Damandio, c'est une ville qu'on est en train de construire à 50 km de Dakar, et je vis l'émergence des immeubles incroyables. Et il y a une sorte de zonage, une répartition, un aménagement territorial qui donnait la possibilité à beaucoup d'investisseurs de travailler là-bas dans le cadre de PPP. Et je pose la question, pourquoi cette proportion, pourquoi cette avancée? Ils m'ont dit parce que chez nous, chaque fois qu'il y a un président, chaque fois qu'il y a élection, le président qui arrive est salué par le président qui s'en va, et les deux s'embrassent et ça construit la paix. Parce que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Et donc, cette paix permet véritablement de drainer les investisseurs qui aujourd'hui trouvent qu'ils sont en sécurité et ils sont capables d'investir dans leur pays. Merci Myamba. Je vais prendre la parole. Vous avez dit, vous saluez la RDC, RD Congo et Angola. Seulement, vous avez effleuré la question du poids des pays. L'Angola est au-delà des 100 milliards, le Congo-Brazza émerge. Mais quel est le poids de la RDC dans une telle rencontre? Est-ce sa voix va-t-elle être prépondérante? Je dois vous avouer que la RDC, parmi tous les pays de l'Afrique centrale, c'est la locomotive. C'est la locomotive en termes de potentialité, en termes de richesse potentielle, etc. C'est la locomotive. Et donc, sa voix peut être entendue, encore que la RDC prenne conscience de ce qu'elle représente en termes de valeur intrinsèque. Ce qui est dommage parce que là, dans le top 10 des pays africains qui sont debout, qui se battent à longueur de journée, et donc, vous trouvez l'Angola, vous trouvez la Guinée équatoriale. Or, la Guinée équatoriale, c'est comme le territoire de l'OJA, 650 000 habitants, mais qui aujourd'hui fait partie des 10 pays nantis. Donc, c'est bizarre, la locomotive est à genoux, et puis deux pays satellitaires sont véritablement debout, et ils ont la possibilité véritablement aussi d'influencer sur la vie du Congo. Parce qu'en réalité, les 9 voisins, la tendance générale, en tout cas d'après ce qu'on observe, c'est qu'ils ont une influence grandissante sur la dynamique du Congo. Monsieur Mayamba, vous l'avez dit, la RDC a 9 voisins. Le chef de l'État, lors de sa dernière sortie médiatique, a dit justement, si vous allez dans tous ces pays voisins, ces pays limitrophes, vous n'allez pas vous rendre compte, ou vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ce qui se passe ici. Par exemple, où l'on discute tranquillement, comme vous et nous, en toute liberté, on parle politique, on peut même s'attaquer au camp présidentiel. Il est allé même loin pour dire qu'on incite même le chef de l'État à longueur de journée. Pensez-vous en tant que panafricaniste que l'indice ou les indices que le chef de l'État a communiqués lors de son point de presse seraient les indices valables ou nécessaires, notables pour justifier un certain bien-être au Congo? Non, mais le bien-être, les indicateurs sont là. Le taux de chômage, il avoisine 96% en termes de travail rémunérateur. Donc, c'est très clair. Les écoles produisent des chômeurs de luxe. L'enseignement est au rabais. Je voudrais vraiment que vous fassiez un petit saut à l'intérieur de la République. Moi, j'ai fait les 26 provinces. Il me semble que les 1000 écoles dont il était question, etc., n'ont pas été construites. Toute proportion réservée, on n'est pas allé au-delà de 300. Et pourtant, c'était question que 1000 écoles par an. Donc, la santé, mais la preuve, c'est que beaucoup de Congolais vont à l'extérieur pour se faire soigner. Bien qu'il y ait trop de coups de gueule magaphonés autour de centenaires, etc., qui ne reçoivent pas
Il ne reçoit plus que les morts qui viennent de l'extérieur que les personnes qui viennent se faire soigner, etc. Les routes, nous avons à peu près 145 000 km de route. Le Belge nous a laissé aujourd'hui, en termes de performance, on n'est pas au-delà des 3 000. Nous avons 1500 bacs. Et vous savez, quand vous allez à Chéni Metal, un bac peut coûter pas plus de 100 000 $. Mais à 1500, nous ne sommes pas au-delà des 50 bacs. Vous avez par exemple 3500 ponts. Mais ils sont légers. Ça ne représente même pas 5% de ponts qui ont été construits. Nous avons 88 000 km de routes, de routes et de dessertes agricoles. C'est 2000 seulement. Nous avons plus de 14 000 km de voies fluviales. Les affluents, les rivières, etc., le fleuve. Il n'y a pas de balisage. Il n'y a pas de balisage. On n'a pas de bateau. Et pourtant, nous avons Chéni Metal, où l'on peut avoir des bateaux, on peut avoir des remorques, etc. Nous avons 7000 km de voies ferrées. On a entendu des locomotives. Vous êtes au Nigeria, vous avez le rail pour le TGV. Vous êtes au Maroc. Quand vous quittez Casablanca, vous allez à Rabat. Vous avez le TGV opérationnel, les trains opérationnels, les locomotives qui nous ont été promis. Tu vois, lorsque vous êtes en Éthiopie, vous atterrissez dans plus de 100 aéroports stratégiques à travers le monde. Vous allez trouver Ethiopian, Line, etc. Arrêtez. Donc, vous êtes en train de dire que la RDC, comme l'Empire ottoman à l'époque, c'est un homme malade. La RDC est à genoux et il doit prendre conscience de cela pour que ça constitue un défi où nous avons besoin véritablement de stratégies innovantes qui permettent de le booster. Lorsqu'on n'a pas conscience qu'on est à genoux par rapport à ce que nous représentons en termes de potentialité qui font de nous la locomotive en Afrique centrale, alors là, à ce moment-là, le problème gardera tout son poids. Mais lorsqu'on prend conscience que oui, il y a des efforts qui se font, mais nous ne sommes pas à un dixième de ces efforts. Il nous faut nous battre à longueur de journée. Parce qu'à l'université, ça pose problème. Dans les écoles, ça pose problème. Dans les centres de santé, ça pose problème. Au niveau des routes, ça pose problème. Au niveau de la police, ça pose problème. Au niveau de l'administration, ça pose problème. Tout est problème. Alors, encore que, il faut le reconnaître, encore que, je vous ai donné l'exemple de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est 650 000 habitants. Mais nous avons 80 millions. En 2035, nous aurons 160 millions. En 2050, on sera 220 millions. Regardez le logement. Regardez le logement. Regardez la nourriture. Regardez les enfants qui sont en déperdition scolaire. Tous ces défis-là nécessitent véritablement une intelligence rationnelle. J'allais dire une élite d'intelligence, une élite transformationnelle, une élite d'excellence. Mais on ne va pas rester dans les déclarations. Maintenant que la RDC est à la croisée des chemins, parce qu'on attend les élections générales au mois de décembre prochain, les deux voisins qui sont venus aujourd'hui à la troisième tripartite entre l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville, eh bien, ces voisins viennent-ils assister l'homme malade qui est la RDC ou viennent-ils assister quelqu'un qui a une vision pour booster son pays à venir avec le processus électoral? Moi, je ne refuse pas qu'on soit assisté par des voisins, bien que nous sommes pratiquement reconnus comme l'aîné. Mais il y a aussi des jeunes frères qui n'acceptent pas que l'aîné affirme son leadership. Et on a vu, ce n'est pas la première réunion dans la région. Il y a eu plusieurs réunions. C'est comme qui dirait qu'en fait, beaucoup de ce pays trouvent un réconfort moral lorsqu'on dit, écoutez, parmi les 10 pays en Afrique subsaharienne, il y a toutes les locomotives. Vous avez le Nigeria, vous avez le Maroc, vous avez l'Éthiopie, vous avez l'Afrique du Sud. Tous font partie des pays nantis, sauf la RDC. Et vous avez parmi les 10 pays nantis, les Guinées équatoriales, y compris l'Angola. C'est un réconfort pour eux de voir, mais voilà, celui qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, n'y est pas dedans. Nous y sommes. C'est un réconfort. Mais ils ne vont pas accepter naturellement que celui-là, pressenti, présumé être la plus grande puissance régionale, puisse être debout. C'est cela. Et vous allez voir, dans bien des cas, des conseils où on vous dit, mais écoutez, allons vers les élections. Parce que parmi eux, ils utilisent les mêmes stratégies.
ils utilisent les mêmes stratégies et il ne faut pas se leurrer. Parce que le Congolais a tendance à croire que bon, lorsqu'il y a une rencontre comme ça, les choses vont se décrisper, etc., etc. Je sais que nous avons les amis de la région. Rien attendre de cette les amis de la région, nous avons les amis de la région. Nous avons également les puissances à travers le monde qui entrent en ligne de compte. Parce qu'aujourd'hui, le monde est multipolaire. Il faut savoir qu'est-ce qu'en pensent les Chinois, il faut savoir qu'est-ce que pensent les Turcs, il faut savoir qu'est-ce que pensent les Américains, les Européens, que pense l'Inde, etc. Et quand vous venez au niveau de l'Afrique, les puissances régionales et les puissances sous-régionales. Tout cela faisant commune montre qu'on n'a pas l'impression que même au niveau de l'Afrique, on a envie vraiment de voir le Congo se mettre debout. Parce que, croyez-moi, même à l'époque de Kwame Nkrumah, au début des années 60, lorsqu'il s'agissait de mettre en place les États-Unis d'Afrique, il a été prouvé que pour qu'on puisse avoir véritablement des ramifications et construire des mutualisations entre les États, il faudrait que la capitale soit au Congo, Kinshasa. Donc Kinshasa a été choisi comme la capitale. Et donc Kinshasa est présumé être la plus grande puissance. Parce que regardez, vous avez la puissance hydroélectrique, le tiers-monde dans son ensemble. Lorsque vous prenez l'Asie, Sud-Est, vous prenez l'Amérique latine, vous prenez l'Afrique, continent problématique par excellence. Et donc il y a 50% de l'énergie sont dans les tiers-mondes. Et donc sur les 50%, vous avez 25% au Congo, avec 100 000 mégawatts. Mais le Congo n'opère que 1410 mégawatts. Et c'est curieux. Donc tout cela voudrait dire que si aujourd'hui le Congo se met debout, c'est que le Congo risque véritablement de prendre le leadership en Afrique. Et beaucoup de pays africains ne sont pas d'accord avec ça. Des visionnaires, oui, ils sont prêts. Mais les autres, ils donnent des conseils d'Autriche, etc., pour que les situations ne changent pas. Il faut qu'à l'intérieur de la République, qu'on ressente que nous avons une mission, nous avons un défi. Le XXIe siècle est pressenti comme le siècle africain, parce que l'Afrique présente des potentialités en termes de sa superficie, de sa taille. 30 millions de kilomètres carrés, contre 9,3 millions pour la Chine, contre 9,5 pour les États-Unis, contre 17 millions pour la Russie. Et l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons de l'espace. Si nous avons une élite d'excellence, une élite transformationnelle, nous sommes capables véritablement de bouger. Ça, c'est la première chose. Cela justifie pourquoi la Chine est en train de prendre pied en Afrique, justement, au regard de tout ce que vous dites. La Chine a eu la vocation de se fermer, de chercher des stratégies internes pour avancer comme elle avance aujourd'hui. En Chine, il y a plus de 3 millions de millionnaires, simplement à cause des richesses générées localement, à cause d'une élite qui a voyagé dans les temps, 50 ans, 100 ans, et qui est revenu, qui a dit aux gens, mais écoute, voilà là où nous allons. Aujourd'hui, nous avons la perspective, véritablement, d'avoir une population, la plus grande population du monde. Nous aurons 2,4 milliards de personnes en l'an 2100. Et que le Congo, Kinshasa, aura 450 millions. Donc, nous n'avons pas conscience de ces défis. Alors, si l'Afrique, aujourd'hui, pouvait prendre conscience, il n'y a pas que ça. Il y a les richesses. 14 richesses stratégiques. L'Afrique prend la première position, dont le Congo. Le Congo-Kinshasa, c'est 80 fois les réserves de coltan. Quelqu'un me parlait tout à l'heure, je crois que c'était vous, de la révolution digitalisée, numérique. Cette révolution passe par l'alliage de coltan avec le matériel, les smartphones, les satellites, l'électronique, etc. Avec la fabrication de piles électriques. Voilà. Pour les véhicules électriques. Nous sommes aussi leaders sur la révolution verte, vous l'avez dit, parce que nous avons 145 millions d'hectares de forêt dans le bassin du Congo, où vous avez le Congo-Brazza, vous avez le Gabon, vous avez Centrafrique, vous avez le Cameroun, etc. Et pourtant, quand vous regardez dans le produit intérieur brut du Congo-Brazza, c'est 6%. Mais quand vous regardez chez nous, c'est 0,7%. Quand vous regardez au Togo, c'est 17%. Et pourtant, nous avons 145 millions d'hectares sur les 235 millions qui existent. Tout cela exige véritablement que nous puissions nous asseoir et changer une manière de voir les choses. Raison pour laquelle nous avons trouvé que, à force d'aller dans l'amusement politique tel que nous le voyons dans notre pays, il n'y a pas des hommes d'excellence, il n'y a pas des hommes qui soient capables de voir, de porter des lunettes
pour proposer des offres politiques. Tout le monde est dans la déclaration martiale, tout le monde est dans les coups de gueule mégaphoniques, tout le monde est dans le coup de maton, mais on ne voit pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, 80 millions, nous sommes incapables d'élonger. Nous sommes incapables d'envoyer les gens à l'hôpital. Nous sommes incapables d'envoyer les gens à l'école. Nous n'avons pas de routes. On fait comment? Dans 12 ans, nous aurons 160 millions. Le double de ce qui représente la population aujourd'hui. Nous faisons quoi? Où sont nos hommes politiques pour nous dire ce que sera le Congo en 2035 lorsqu'on aura 160 millions? Ça, on n'en a pas. Vous êtes en train de dire, en d'autres termes, que nous avons une génération de médiocres qui dirigent le pays. Et ça rejoint les propos du cardinal Monsengo. Peut-être que je ne dirais pas la même chose, mais je crois qu'il y a trop de douleurs d'enfantement, parce que beaucoup de gens prennent les trains en cours de route. Dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais encore qu'il faut avoir un meneur. Un meneur qui sait catalyser. Un meneur qui peut essayer de leadership. Ah ben voilà, c'est important. Pas un leadership, mais un leadership transformationnel. C'est lui qui s'est proposé des transformations dans un pays et qui impacte. Et bon, vous savez, à un moment donné, j'ai regretté beaucoup lorsque j'ai entendu, à un moment donné, le président de la République regretter le seul défi qui lui est resté de n'avoir pas transformé l'homme congolais. Et j'ai dit, mais alors, c'est un échec flagrant sur tous les mandats obtenus. Parce qu'en réalité, le leadership, c'est sa capacité d'influencer les uns les autres pour qu'ils s'impliquent dans la dynamique de ce qu'ils voudraient atteindre comme finalité. Et donc, si on n'a pas réussi naturellement à influencer, à drainer les autres autour de votre vision, c'est qu'on a été charnel, on n'a pas été spirituel. En tout état de cause, on n'a pas réussi sa mission. Peut-être qu'il doit encore davantage révisiter encore, que bon, il n'a plus le temps, c'est vraiment dommage, mais quand même, il a fait un diagnostic. Ok, merci M. Norbert Yamba. En liminaire, on l'avait dit, cette émission, elle sera très pédagogique. On a parlé de la première assertion qui concernait la Syrie et la Russie, et un bloc important. On voit ce qui se passe en Syrie, M. Yamba, soutenu ou pas par la Russie. Est-ce qu'on est là en face des prémices d'une troisième guerre mondiale? Monsieur Jean-Pierre, le problème était sérieux et c'est comme ça que je vous encourage d'organiser des émissions aussi scientifiques que possible pour qu'on comprenne un peu la géopolitique internationale. Hier, la géopolitique internationale donnait un seul directeur. La puissance a un seul directeur. Ce sont les Américains qui savaient régenter dans l'océan Pacifique comme dans l'océan Atlantique. L'Amérique, c'est le gendarme du monde. Au fur et à mesure, c'est l'Amérique qui a influencé et qui continue à influencer l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Mais depuis les années 80, il y a un travail assez fondamental qui a été fait par les Asiatiques, notamment la Chine, qui a envoyé naturellement ses enfants étudier en Europe, aux États-Unis, etc., pour voir qu'est-ce que les Américains ont fait pour être ce qu'ils sont, qu'est-ce que les Européens ont fait. Et d'ailleurs, quand on voit la Chine ici, on a tendance à croire que bon, c'était bon samaritain, etc. Parce que ces enfants sont venus en Europe et ils ont appris, ils étaient dans les écoles coloniales, où ils ont appris comment vous avez fait pour coloniser pendant longtemps l'Afrique ou tel pays. On vous dit non, mais écoutez, il faut commencer par donner des bourses, vous inviter les lèvres dans vos écoles, vous les instruisez pour qu'ils deviennent véritablement vos porte-parole, vos ambassadeurs, et vous allez les avoir petit à petit en ayant des relais avec ceux qui sont censés gérer nos États, etc. Voilà, donc la Chine a suivi les choses et la Chine aujourd'hui est en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique subsaharienne. Voilà, elle investit 200 milliards de dollars contre 150 milliards pour les Américains. Mais tout compte fait, la Chine qui s'est dit tiers-mondiste, etc., ne nous a pas apporté grand-chose. Nous avons 48 minéraux dans le sud Katanga, 12 n'existent nulle part au monde. Nous travaillons avec la Chine, mais il apporte tous les minéraux brut. Et vous savez, quand vous êtes à Lubumbashi, vous avez des montagnes de résidus, des produits exploités par la Gécamine, etc. La Chine, avec sa technologie avancée, sait prendre naturellement d'autres produits qui n'ont pas été identifiés par nos techniques traditionnelles, etc. Donc,
croyez-moi, oui, la Chine est en train de travailler parce qu'il n'a pas un œil regardant par rapport aux autorités, etc. Mais la Chine est en train de profiter au maximum. Il n'y a pas 10 ans, la Chine avait des réserves de 3 000 milliards, 650 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine est partie jusqu'à 8 000 milliards. Et elle a plus de 11 000 milliards, 885 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Il semble que l'Afrique a beaucoup participé. Mais en retour, l'Afrique, elle a fait quoi? Elle avance. Aujourd'hui, il est même déclaré que compte tenu des intérêts, parce que la Chine n'a jamais fait des inventions, des dominations, l'occupation des espaces, etc. Vous entendez ce qui se passe à Djibouti? La tendance, c'est d'avoir des bases militaires en Afrique, parce que ses intérêts sont en Afrique, ses intérêts sont en Europe, ses intérêts sont dans le Pacifique. Et donc, la Chine aujourd'hui, la tendance est aussi d'avoir les bases militaires comme les Américains, comme les Européens. C'est que très clairement, nous sommes dans la logique du commerce international avec le respect des règles de jeu. Donc, n'entendons pas beaucoup, mais encore qu'il faut affirmer notre propre leadership pour que nous soyons en mesure véritablement d'échanger avec ces gens dans des conditions qui nous permettent nous aussi de trouver notre compte. Mais si ceux qui sont censés gérer la République entretiennent des relations avec ces gens dans la perspective, comme généralement, vous voyez, c'est moi qui dois contrôler et moi je deviens conseiller de la société où je contrôle. À ce moment-là, nous n'aurons pas gagné de cause. C'est comme ça qu'on n'avance pas. Donc, M. Mamba, c'est pour vous dire que la Chine en Afrique, il n'y a pas sincérité de développement ou bien c'est une supercherie. Donc, pour vous, vous estimez que la Chine ne vient pas apporter un développement réel en Afrique, il vient pour savoir son pas compte. Mais la Chine ne porte pas un développement pour un pays. On ne porte pas un développement pour un pays, c'est un pays qui détermine, qui s'organise, qui détermine sa vocation, son destin. Et quand on a des partenaires stratégiques, ils viennent, on négocie. Et chacun trouve son compte au travers de son agenda. La Chine vient aussi dans la même perspective. Et donc, vous n'allez pas dire que c'est la Chine, bon samaritain, vient pour nous aider. Ah mais non, détrompez-vous largement. Néanmoins, la Chine apporte des capitaux frais et c'est prouvé. Apporter des capitaux frais pour faire quoi? Pour exploiter. Pour exploiter. Avec un système d'exonération incroyable. La preuve, c'est que nous n'avons pas l'argent. Comment pouvez-vous imaginer? Et ça fait combien de temps? C'est depuis 2016, 2006. On est avec les Chinois. Et alors, vous avez un budget de combien en termes de ressources propres? 4 milliards, 5 milliards. Mais arrêtez, des conneries. Qui vous dit que la Chine va vous donner de l'argent? Non mais, mon cher ami, il faut éviter ça. Et d'ailleurs, regardez ce que les Asiatiques l'ont fait. Quand vous êtes dans le Pacifique, à l'Asie du Sud-Est, ce qu'on appelle les dragons asiatiques. Vous avez le Singapour, vous avez la Malaisie, vous avez Taïwan, vous avez Corée du Sud. Singapour qui n'a que la grandeur, la taille de la commune de la Gombe, à 52 000 milliards, 52 180 000 dollars par habitant par an. 4 fois l'économie sud-africaine. Vous voyez, la Corée du Sud, qui avait la même situation en 1960, comme nous, 360 dollars par habitant par an. La Corée du Sud aujourd'hui, à 32 000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enfin savoir faire l'identification du problème. Nous faisons quoi? Vous avez une éducation extravertie, une éducation qui fabrique des chômeurs de lutte, une éducation qui n'est pas en adéquation avec nos besoins. Une éducation qui fabrique des perroquets. On a des docteurs, on a des licenciés qui sont des abrutis fondationnels. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans la société. Il n'y a pas une réflexion à la base pour dire, mais nous faisons quoi? Quel type d'éducation nous avons besoin? Moi, j'ai fait le territoire d'Inguindé à l'Équateur. Je trouve que les gens sont des chasseurs, les gens sont des agriculteurs, les gens sont des pêcheurs. Il y a une grande rivière. Mais les écoles qui ont été implantées, la littéraire, la pédagogie, la biochimie, et donc, lorsqu'ils terminent la sixième, ils ont tendance à aller vers les villes. Mais il n'y a aucune école agricole, il n'y a aucune école de chasse, il n'y a aucune école de pêche. C'est gravissime. Aujourd'hui, dans les Choualouango, nous avons 1500 espèces de poissons. Nous sommes suivis par le bassin d'Amazonie, 413 espèces. Mais nous importons les chéchards qui viennent de l'extérieur. Vous prenez le fleuve jusqu'à Ngombe, vers Mandaka. Mais c'est là qu'il y a une forte densité de poissons, mer de vieillesse. Mais pourquoi même pas un petit bateau de pêche? Et nous avons un ministère de l'agriculture. Vous voulez dire que, je reviens un peu à la question de la Chine, pour vous, vous voulez dire que d'une manière pas lapidaire mais exacte, que ça a été une erreur que le Congo accorde à la Chine
l'hégémonie sur les mines congolaises dans le Katanga. C'était une erreur. On aurait pu bien négocier avec, parce que la Chine est en train de négocier avec les Européens. La plupart des entreprises européennes aujourd'hui sont récupérées par la Chine, mais sont les achetées. mines du Katanga n'ont pas été aussi exploitées comme les Chinois les font. Vous avez aux États-Unis, les Chinois sont opérationnels, mais ils négocient. Comment serait-il possible? Regardez, lorsqu'on fabrique les produits, il y a le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Mais c'est chez nous, on nous apporte le troisième choix. Et qui, en déjà une semaine, un mois, écoutez, c'est complètement délabré. Et alors maintenant, est-ce que ce sont les Chinois qui vont vous dire, nous vous amenons le premier choix? Ou c'est vous qui dites, sur base de nos règles, au travers l'OCC, nous croyons que tous les produits d'importation devront être vérifiés. Vous voyez? Mais c'est une question de pouvoir d'achat. Les Chinois ont compris, s'ils apportent le premier choix au Congo, ça ne sera jamais vendu parce que la population est pauvre et elle ne sera pas achetée. Ils ont fait un calcul assez sérieux. Le premier choix qui va l'acheter ici, le pouvoir d'achat est très faible. Ils sont sur le troisième choix. Écoutez, Jean-Pierre, oui, le pouvoir d'achat est faible, encore que le gouvernement de la République, au travers les valeurs ajoutées apportées par les Chinois, devra créer véritablement des entreprises pilotées par les Chinois, qui créent de l'emploi, qui génèrent des richesses, qui enfluent le marché et qui permettent véritablement de résorber le chômage. Et bien, ça, tel n'est pas le cas. Les Chinois, quand ils viennent, ils sont au-delà, n'est-ce pas, des règles fiscales de notre pays. Vous avez des personnes qui touchent $50, $30, $100, et quand on vous donne 150, on vous a donné le paradis, etc. Et donc, tout cela faisant combine, sincèrement, ce n'est pas un bon samaritain. C'est quelqu'un qui vient chercher les intérêts au même titre. C'est comme ça que pour véritablement construire son ancrage sociologique, institutionnel et territorial, la Chine ne veut pas parler politique. Ne veut pas, il laisse que les politiciens s'occupent de leurs problèmes et les hommes politiques sont au pouvoir et trouvent intérêt fertile ou même des graines pourries, j'aime bien. Dans ce cas, M. Yamayamba, les Chinois ne sont pas blâmés parce que quand nous suivons, je vous ai écouté attentivement, les tableaux que vous venez de dépeindre là, je ne vois pas où est le problème des Chinois. Vous avez dit avec les Européens, ils négocient. Mais pour nous, ils négocient autrement. C'est parce que c'est nous qui négocions mal. Ah ben, c'est comme ça. Donc les Chinois ne sont pas à blâmer. Non, mais ils sont là. Mais je ne voudrais pas, je vous demande de ne pas considérer les Chinois comme des bons samaritains. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et c'est à nous maintenant d'identifier nos intérêts pour discuter avec eux. Si dans l'hypothèse que nous disons que nous avons 24 000 milliards de potentialités en termes de ressources géologiques, nous pouvons dire, écoutez, parce que nous avons ces richesses-là, vous, Chinois, vous voulez avoir tel ou tel espace, voilà ce que nous voulons. Si vous voulez exploiter, écoutez, exploitez, mais mettez des usines de transformation pour que nous ayons de valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas avoir autant de sociétés forestières, mais nous achetons, c'est pas des tables, des portes, c'est pas des chaises qui viennent de la Chine. On aurait pu fabriquer cela et on donnerait une certaine valeur. Et lorsque on produit, on transforme, ça crée une chaîne de valeur ajoutée. À ce moment-là, au niveau on sait résorber le chômage. Au niveau de la transformation, on sait engager les Congolais. Au niveau de la commercialisation, on engage les Congolais. Ce n'est pas par une déclaration martiale du gouvernement de la République, je vais diminuer le chômage. Ah mais non, il faudrait que cela se fasse. Comment comprenez-vous le fait que même les usines européennes se délocalisent vers la Chine? Le Renault, ça vient, le Marcel Dassault, tous ces grands de l'automobile, même dans la haute couture, les habits que nous portons, c'est fabriqué en Chine. Le Gianni Versace, le Giorgio Armani ne sont plus produits sur place en Italie, c'est en Chine. Comment expliquez-vous cette délocalisation de ces grandes firmes européennes vers la Chine, alors que nous plaignons, selon votre plainte, de vouloir voir les Chines venir implanter leurs usines ici pour la transformation? Je veux que vous puissiez un peu analyser ces démarches qui semblent un peu contradictoires. Lorsque le mur de Berlin a été détruit, il y a une tendance, il y avait une crise. Et cette crise, une crise économique, qui faisait que l'Europe, vous savez, généralement, ce sont des taxes, c'est la fiscalité, etc. Et ces taxes, les citoyens occidentaux, les citoyens européens, doivent être bien payés s'il est qualifié. Cela pesait beaucoup sur les entreprises
qui était opérationnel en Europe. Et c'est comme ça que lorsque vous allez en Chine, la Chine a beaucoup investi sur les hommes, sur l'éducation, etc. Et on pouvait trouver la même main-d'œuvre qui était en Europe, et on pouvait la trouver en Chine, mais moins chère. Et c'est comme ça que, pour éviter ce que je considère comme terrorisme fiscal entre parenthèses, beaucoup d'entreprises se sont délocalisées pour la Chine. Et tout ce que vous avez vu en termes de production, etc., ce sont des entreprises européennes qui produisaient. Et voilà, ils ont trouvé un terrain fertile, la main-d'œuvre, les Chinois, vous voyez, ils ne sont pas exigeants. Quand vous engagez un chef d'équipe, il ne cherche pas de vous avoir une maison, pas de luxe, etc. Et voilà, le terrain était fertile, ils ont produit. Mais les Chinois ont triché la technologie. Les Chinois ont triché le mécanisme de gestion. Ils ont rationalisé. Aujourd'hui, ils sont même devenus plus riches que les Européens qui sont là-bas. Vous voyez? Donc, s'il y a eu délocalisation, c'est parce qu'effectivement, il fallait lutter contre le terrorisme fiscal. Aujourd'hui, vous avez suivi avec Trump, qui est en train véritablement de motiver tous ces gens qui se sont délocalisés, de revenir dans leur pays, etc., pour booster davantage, parce que la guerre est illimitée. Tout à l'heure, Jean-Pierre me disait, mais comment vous voyez? Est-ce que la troisième guerre est possible? Et moi, j'ai dit, nous sommes dans une crise en incubation. Tout peut arriver, simplement parce qu'il y a des alliances conjoncturelles qui se consolident. L'Amérique avec l'OTAN, etc., cette tension qui se trouve dans le Pacifique entre la Chine et l'Amérique. Vous savez que la Chine est entrée à progresser les 5 dernières années en termes de production, en termes de richesse, en termes de technologie, au point de compter 650 technologies contre 450 américaines. Les 5 dernières années, la Chine est partie de 3 000 milliards vers les 11 000 milliards de produits intérieurs bruts. La Chine a sorti plus de 400 millions de Chinois de la pauvreté. La Chine a construit plus de 42 000 km de routes macadamisées, 31 000 aéroports, 28 000 km de voies ferrées, etc. Donc, cela fait peur aux Occidentaux. La Chine est devenue riche. D'ailleurs, après, vous le savez, je ne vous en prends rien, c'est la Chine qui a sauvé l'Amérique et l'Occident du crash de 2008. Il faut faire attention. Chine, les États-Unis. La Chine a récupéré la situation, si vous voulez, il est en pole position financière depuis 2008. Et c'est normal qu'aujourd'hui, parce que je fais mien la réflexion de Freddy Mulumba que nous avons reçu avant vous, toujours parlant de ces questions géopolitiques, lorsqu'il dit que l'Occident a failli, l'Occident est en faillite, que la Chine aujourd'hui est en pole position financièrement parlant. C'est normal qu'aujourd'hui, si nous avons besoin d'un bol d'oxygène financier, eh bien on doit aller les chercher vers les Chinois. Et c'est à nous maintenant de savoir négocier, de savoir jouer notre carte pour que nous puissions en tirer profit. Et c'est comme ça que la Chine gagne. N'est-ce pas, messieurs? Il faut noter une chose, que l'Amérique est restée Amérique, les États-Unis. Ils ont des ressorts et à tout moment, ils sont capables de rebondir. Et ils ont rebondi avec Obama. On est parti. La Chine y est pour beaucoup. Chine... Dans ce retour financier. Je voudrais simplement dire que la Chine, les États-Unis, a une dette extérieure de plus de 17 000 milliards sur les 18 000 milliards de son produit intérieur brut. Et donc, il a la dette de la Chine en proportion d'1 milliard, de 1 000 milliards, 250. Donc, ce n'est pas la Chine qui a donné l'oxygène à l'Occident. C'est très important. Et donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas dire que non, nous devons simplement aller chez les Chinois. Non, nous avons des alliés traditionnels et nous avons de nouveaux alliés. Et parmi les nouveaux alliés, beaucoup sont émergents. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Brésil, vous avez la Turquie, vous avez la Russie. Et en Afrique, vous avez quand même le Maroc qui aujourd'hui est en train véritablement d'émerger, etc. Donc, on a besoin de tous ces gens pour qu'ils viennent investir chez nous. Le grand problème, pour reprendre ce que disait Freddy, etc., sans être contre lui, mais il donne l'impression qu'il faut donner la responsabilité à la Chine pour venir changer notre situation. Et ça fait plus de 10 ans que nous sommes avec la Chine, nous sommes restés à un budget de moins de 6
milliards de dollars du budget. Donc, c'est pas ça. Nous sommes avec quelle Chine? Parce qu'il y a la Chine officielle, il y a la Chine privée. Mais la Chine affairiste, c'est pertinent. Nous sommes avec la Chine privée. Parce qu'en réalité, quand vous voyez ceux qui viennent investir, ce sont des sociétés. Et qui partent dans une banque qu'on appelle Exim, et qui prennent l'argent et qui viennent avec des taux d'intérêt très élevés, etc. Et qui entrent dans la vision congolaise d'une corruption. La RDC est allée frapper à la mauvaise porte chinoise. Bon, peut-être qu'elle a trouvé que c'est une bonne porte, mais moi je pense, je regarde les résultats, je me dis que cette porte-là tarde à venir. Il faut peut-être revisiter les stratégies. Je voulais arriver là, M. Mbamba. Au regard du tableau qui est peint, au regard de la situation actuelle, même de la réalité vécue par les uns et les autres, faudra-t-il aujourd'hui revisiter les relations Congo-Chine pour des lendemains que vous imaginez meilleurs? Parce que là, vous avez dit la porte à laquelle on a frappé n'était pas la bonne, on dirait. Les Chinois disent que celui qui monte sur les tigres ne veut non seulement de ça, mais de le partager. Chaque pays qui a envie d'aller de l'avant a tendance d'avoir son agenda. Et son agenda, ce sont ses intérêts. Et lorsqu'il est en face d'une autre personne, il a envie de négocier pour que ses intérêts soient accomplis, satisfaits. Et donc nous devons aussi, nous, avoir nos intérêts, savoir les définir. Et quand nous sommes en face d'un partenaire stratégique, que nous soyons en mesure de faire aboutir nos intérêts autour d'un compromis que nous aurons avec le partenaire. Il me semble que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour entrer en contact avec ces différents pays. Le secret est le plus grand secret qui existe au monde. Quand vous regardez les tigres asiatiques, quand vous regardez les dragons asiatiques, parce que ce sont des exemples frappants. Singapour, il y a de cela 40 ans, Singapour n'était rien. D'ailleurs, c'est indépendant en 1965, il était avec Malaisie. Voilà, aujourd'hui, un pays indépendant à 65, nous sommes à 60, Singapour a 52 000 $ par habitant par an. 4 fois l'économie sud-africaine. Ce qu'il a fait quoi? C'est un Chinois qui a été ministre, parce que la Chine, le Singapour, c'est un pays multiculturel. Et donc, ce Chinois-là, il est devenu Premier ministre, il a une vision, il a négocié avec les voisins, et ils ont mis en place un système d'enseignement productif qui tient compte des besoins. Ils ont mis en place un système, une révolution numérique, technologique, industrielle, qui transforme leurs produits. Et au regard véritablement de leur position stratégique avec leurs ports, ils génèrent des ressources, ils affectent rationnellement dans les domaines où on produit des richesses. Et ils ont mis en place un système de gouvernance. Vous pouvez avoir des industries, vous pouvez avoir des matières premières. Si vous avez un système de gouvernance qui ne permet pas véritablement de gérer comme il faut le revenu, ou qui permet simplement au noyau qui gère de prendre les richesses au détriment de tout un peuple pour créer des îlots d'abondance dans un océan de misère, vous n'irez nulle part. Et tout cela, c'est une interpellation pour nous responsables. On peut avoir des relations, même si la Chine a de bonnes volontés, mais si nous gérons mal pour que les individus, un noyau de personnes soient plus riches que la majorité, à ce moment-là, on n'y arrivera pas. Alors par là, il faudrait dire que, tel que le gouvernement l'ont dit il y a quelques années, le rendez-vous de 2030 où on veut Congo émergent sera un rendez-vous qu'il ne faut pas espérer. Arrêtez ce paradigme. Comment nous pouvons avoir des hommes intelligents dans un pays comme le nôtre, etc. Et on entre dans la logique des aboutis fondationnels. Ils l'ont dit, mais c'est en 2030, on serait émergents. Ils l'ont dit, M. Mbamba. Ils l'ont dit. Ils ont même défendu à corps et à cri qu'en 2030, les Congos seraient émergents. Non, mais émergent, ça veut dire quoi? Être émergent, ça veut dire quoi? Écoutez, aujourd'hui, vous êtes 80 millions d'habitants. En 2030, nous aurons plus de 112 millions d'habitants. Et émerger, ça veut dire quoi? Vous voyez un grand programme de TGV ici? Vous voyez un grand programme des locomotives dans ce pays? Vous voyez le désenclavement quand vous êtes au Maroc? C'est un pays africain qui n'a que le phosphate. Toutes les 7 provinces sont reliées par des macadams. Chaque année, on construit 200 000 logements par province. Est-ce que vous voyez? Non, c'est la dimension aussi, mais le Maroc, à comparer au Congo, n'ont pas la même superficie. Pour développer le Maroc, ça va prendre 10 ans, les comptes prendre de... Jean-Pierre, c'est pourquoi nous avons opté pour la restructuration géographique de notre pays. C'est-à-dire? La restructuration suppose la décentralisation, la construction des républiquettes qui posent des actes qui sont dans le sens de pouvoir transformer leurs entités. Mais au lieu de profiter véritablement
de cette vision de restructurer la République, confiant des responsables qui sont compétents pour que chaque entité dotée de la personnalité juridique fonctionne comme une république. On nomme des personnes qui n'ont aucun profil, sans aucun background, parce qu'ils sont amis politiques. Ils n'ont aucune vision. Si ce n'est que d'aller chercher quoi prendre. J'ai fait un petit voyage. Quand je vois certains secteurs, certaines chefferies, quelqu'un ne connaît même pas ce que c'est un budget. Quelqu'un ne connaît même pas ce que c'est un programme. Et vous confiez la responsabilité à ces entités de 600 000 habitants à quelqu'un qui ne connaît rien. Et 600 000 habitants, c'est comme la Guinée équatoriale. Vous allez me dire, mais monsieur Yamba, Guinée, c'est tout petit. Arrêtez! Tout petit. Mais c'est combien de provinces? C'est 8 provinces. C'est 8 provinces. Tout relié. Tout relié, construit avec des attributs du pouvoir. Non, mon cher ami, il faut que les gens prennent conscience. C'est comme ça que les hommes politiques sont en train de s'amuser. Le système de table ronde, de dialogue, a permis aux gens d'être des fainéants. On ne réfléchit rien. On ne connaît pas la situation en profondeur et on n'a pas d'offre politique pour proposer demain pour que le pays change. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons pris la résolution, sincèrement. Au lieu d'entrer dans cette élite byzantine de positionnement immoral et irresponsable, eh bien, il faut apporter ce que nous pouvons dans la perspective de l'exercice, un devoir aux hommes politiques. Ok, M. Mbamba, vous avez dit ici, on a prévu, moi j'y sais, il y a la question sur le pays africain émergent, vous l'avez effleuré au début, puisqu'il y a des pays qui émergent, il y a des pays qui ont osé et ça a réussi. Pouvons-nous avoir un modèle africain que nous on peut suivre, parce qu'avec la Chine, vous semblez battre tout en brèche. Ici, il y a un pays frère, un voisin, un pays africain qui est un modèle qu'on peut suivre. Lequel selon vous? Non, je ne peux pas battre en brèche la Chine. La Chine s'est organisée à partir de 1949. Ils ont fait une révolution culturelle sous le leadership de Mao. Ils ont chassé les pasteurs qui prêchent à longueur de journée que ça va venir du ciel. Ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les imams, etc. Ils ont mis en place des stratégies innovantes de développement. Aujourd'hui, il y a des résultats. Et ces stratégies passent par le système éducatif, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Je ne peux pas dire que la Chine n'a pas une expérience convaincante, encore que c'est son expérience. Nous devons faire un grand fond. Une expérience qui a été mal exportée ici au Congo. Non, c'est sa stratégie de défendre ses intérêts. Et nous sommes des bébés sous biberon. Nous n'avons pas cru. Nous avons cru simplement qu'on va nous donner des biberons, mais nous n'avons pas cru que nous aussi, nous sommes capables d'apporter quelque chose à la définition de l'ordre international. Alors, à la question de savoir, quel est le pays? Il y a un modèle, oui, un modèle qu'on peut suivre. Non, mais les modèles, beaucoup de pays se battent à longueur de journée. En Afrique, personne n'a réussi. Okay. L'Afrique du Sud même, c'est une superpuissance économique africaine, mais il y a 30% des gens qui sont encore pauvres. Mais le secret, c'est lequel? C'est l'éducation. Faisons une éducation qui permette aux hommes et aux femmes d'acquérir des capacités pour être véritablement des personnes qualifiées à assumer des responsabilités dans la production des richesses. Ayons une classe moyenne, ayons une classe d'entrepreneurs. Vous voyez, si vous regardez la dette de l'État, à ce qui concerne les créances des Congolais, des opérateurs économiques qui sont tombés, ces créances ne sont pas payées. Oh, vous ne pouvez pas créer un pays avec des richesses, etc., si vous n'avez pas une classe économique qui soit capable véritablement d'investir l'argent à l'intérieur de la République. Tout ce que nous disons, Chine, Turquie, Corée, tous ces Asiatiques qui viennent, c'est la même chose comme les Occidentaux. Quand ils ont l'argent, ils s'en vont avec cet argent. J'ai retenu 3 choses importantes. Vous dites, j'ai compris qu'il faut passer par là pour qu'éventuellement on soit développé, réformer les systèmes éducatifs, booster l'industrialisation et assurer la bonne gouvernance. Ça veut dire que ces choses-là ne sont pas encore de mise aujourd'hui. Alors, je pose la question autrement. Qu'est-ce qu'il faut attaquer en premier? Quel est le mal qu'il faut d'abord extirper pour que ces 3 choses-là soient opérationnelles, soient réelles? Je voudrais vous dire, mes frères, et notez ça aujourd'hui. La formule que je donne, c'est plus que ce que vous croyez. Quand je dis changer le système éducatif, je mets la dimension spirituelle là-dedans. C'est-à-dire la capacité d'être inspiré par notre environnement. Okay. Les Chinois ont fait plus de 200 millions de kilomètres à l'espace. Les Américains ont fait plus de 4 milliards. Vous n'allez pas me dire que c'est une formule de laboratoire. C'est une inspiration. C'est une connexion avec nos ancêtres, etc., qui nous donne une puissance
du savoir qui nous permettent de maîtriser notre environnement. Et Dieu a donné à chaque espace cette capacité de le faire. Nous avons coupé, court, et nous avons voulu devenir comme l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être traînés. Vous êtes en train de prêcher le recours à l'authenticité, en d'autres termes. L'authenticité, c'est une bonne chose. Il faut avoir la fondation. C'est comme ça que la plupart de nos diplômes n'ont pas de valeur ajoutée parce que ce sont des illettrés fondationnels. On n'a pas de fondation, on n'a rien à proposer. Lorsqu'il y a Ebola, on a tendance à aller à la médecine tropicale, mais on ne sait pas que nous avons une super végétation qui peut nous donner des produits qui permettent de guérir Ebola. On ne fait même pas cette recherche et parce qu'on a été fabriqués comme des perroquins, alors on va réciter la formule. Si la formule ne donne pas, il faut recourir On tend vers la fin. Répondez à ma question. Quel est le mal qu'il faut extirper pour que ces trois choses-là soient réelles? Même il faut atteindre la cause. Oui, j'ai dit revoir les systèmes éducatifs. À Ingende, parce qu'on fait la chasse, mais ayez des écoles de chasse. Et choisissez. Regardez, aujourd'hui, nous avons des produits comme les coltas. Mais nous n'avons même pas une usine pour transformer les coltas. Vous voyez, allez à l'autre machine. C'est pas une école où on apprend aux enfants les coltas. Non, rien. Et même quand on dit on n'a jamais, même dans la classe politique, 90% ne connaît même pas ce que, en termes clairs, physiques, on ne sait pas les coltas. Et on ne connaît même pas notre pays, vous voyez. Donc, même l'industrialisation. La Chine, regardez, il y a une médecine chinoise, hein. Ce n'est pas la Chine, la médecine européenne. Les gens quittent l'Amérique aujourd'hui, les États-Unis, pour se faire soigner en Inde. C'est la médecine indienne. C'est la médecine indienne. Pourquoi pas nous pouvons avoir notre propre médecine? Moi, j'étais à Luboutou. À Luboutou, quand j'allais à Bukavu, j'ai pris le véhicule. Mais j'arrive à Luboutou, je trouve un guérisseur traditionnel. Et qui est en train de faire des interventions chirurgicales avec une machette. Et quand il termine son intervention, la personne prend ses habits, il rentre chez lui et c'est cicatrisé à la minute. Je viens avec Sangani, j'ai fait une conférence à l'université. On m'a dit non, moi je dis mais il faut aller rencontrer ces messieurs pour qu'ils donnent la technologie. Il a dit arrêtez, ce sont des choses traditionnelles, c'est la sorcellerie ça. Voilà. Quand quelqu'un vous appelle des États-Unis avec son smartphone, vous répondez c'est la science. Quand un Africain prend un bâton, pour appeler, c'est la sorcellerie. Mais c'est cette sorcellerie qui est l'Occident, c'est qu'il est. Et cette sorcellerie a été inféodée, inoculée dans la recherche. Aujourd'hui, on connaît même des lignes, on connaît d'autres planètes qui existent et que nous ne voyons pas. Donc, nous, tant que nous, on va toujours avoir le tabou par rapport à la connexion avec nos ancêtres, nous ne ferons rien. L'industrialisation, regardez les Chinois. Les routes ici, ce ne sont pas des techniques occidentales, ce sont des techniques chinoises inventées. Aujourd'hui, en Chine, ils ont, pour lutter contre, n'est-ce pas, les SDF, ou donner des logements aux gens, ils ont fait sortir une technologie, des constructions des maisons en étage, de 30 étages pendant 15 jours. Et maintenant, on est en train de loger les gens, même dans les marécages, même dans des lacs, etc. On construit. Mais nous, pour nourrir Kinshasa, il y a même des petites techniques pour avoir le manioc. Vous faites à Ibadan, au Nigeria. On a commencé déjà. Une boutique de manioc, 30 kilos, 50 kilos. Et quand vous faites un an, vous êtes capable de nourrir un village. Mais chez nous, on ne fait rien. Et nous avons des universités comme Yangambi, etc. La Malaisie, qui est devenue aujourd'hui tigre, dragon asiatique. Mais la Malaisie a importé le palmier de Yangambi. Il faut aller maintenant voir Yangambi. D'abord, on a délocalisé l'université. Ça devient en ville. Cette serre de végétation est complètement en péril. Toutes les maisons sont détruites, etc. Et c'est les Belges qui l'ont fait. Donc, c'est tous ces éléments-là faisant commune que nous pouvons prendre conscience avec une élite transformationnelle, avec une élite d'excellence, avec une élite qui voyage dans les temps 50 ans, 100 ans et qui revient. Alors, il faut quelle gouvernance? Parce que le FMI, la Banque mondiale font comment dirais-je, la surveillance, ce sont les gendarmes financiers. Non, aujourd'hui, le monde n'est plus unipolaire. Le monde est devenu multipolaire. Vous m'avez posé une question de fond. Les alliances entre la Syrie, la Russie, l'Eurasie aujourd'hui. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, le BRICS, il y a les pays émergents, y compris la Chine, la Russie dedans. Il y a une compétition incroyable et nous avons une marge de manœuvre.
J'ai assisté en 2013 à une conférence sur la diplomatie des mentalités à Paris. Il a été prouvé qu'il y a 3 mentalités. Il y a la mentalité d'espérance, ce sont les Asiatiques. Ils ont trouvé de quoi ils peuvent véritablement garantir l'avenir de la génération future. Et la mentalité de panique, c'est l'Occident. Ils ne savent quoi faire. Ils sont en train de monter des ressorts. Ils veulent rebondir. Ça pose problème. Et il y a une mentalité de frustration, d'humiliation. C'est l'Afrique et les Arabes. Nous sommes restés en train véritablement de constater notre souveraineté a été bafouée, nous on fait ceci, au lieu d'aller dans le fond, chercher qu'est-ce que nous pouvons faire pour affirmer notre leadership, affirmer notre autonomie au travers de nos idées, au travers de nos actes, au travers de la production de richesses. Encore, il faut bien gérer, pas créer un îlot d'abondance avec un océan de misère. Plus personne ne va vous respecter à travers le monde. Ok, M. Mbamba, on a bouffé pratiquement 56 minutes, on a largement dépassé notre temps. En 30 secondes, M. Mbamba, cette question ne peut pas la laisser passer. C'est la question qui concerne les relations RDC-Belgique. Peut-on dire que, vous avez parlé des alliés traditionnels, la Belgique en fait partie, est-ce qu'on est au point de non-retour? Non, les États existent et les géographies auront toujours des influences. Il n'y a pas de non-retour. Encore que les gens qui prennent des décisions n'ont pas foi à leurs décisions. Il faut arrêter de conneries, quoi. Donc moi je pense que ce qui se passe entre la Belgique et la RDC, ce sont des émotions toxiques. C'est une querelle de ménage. Ouais, ce sont des émotions toxiques, seulement. Toxiques. Et puis ça va passer, ça va se décrisper, ça va se dédramatiser parce que la Belgique, c'est une plaque tournante. La RDC, c'est une plaque tournante. Les deux ont besoin véritablement de pouvoir être en interaction dynamique. Bon, ce que je regrette, c'est qu'au plus haut niveau de la gestion des États, il faut, avant de prendre une décision, de faire une formule qu'on recommande généralement dans la prise de décision, l'analyse coût, bénéfice et risque. Vous faites quel est le bénéfice de la décision, quel est le coût et quels sont les risques. Et si vous terminez cette analyse, vous voyez les scénarios et vous tirez une conclusion. Mais ici, là, l'émotion a porté et on est allé à des prises de position parfois qui ne nous honorent pas, épidermiques, liées à des émotions toxiques. Et bon, je pense que la compétence émotionnelle est une compétence managériale. Et lorsqu'on en manque, on ne peut pas aller loin. Et je recommande véritablement des deux côtés que cette compétence fasse usage. Sinon, ils vont véritablement détruire les intérêts de leurs peuples respectifs. Monsieur Mbamba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De votre disponibilité, de vos réponses, de vos éclairages, en espérant que ce n'est pas la dernière fois, vous reviendrez pour continuer cette pédagogie. Merci beaucoup. Nous sommes des panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique doit fonctionner autrement. Et pour que l'Afrique fonctionne autrement, il faudrait qu'on crée les États-Unis d'Afrique. Et donc, c'est comme ça qu'on partira du nord au sud, même si au centre, il y a un trou noir. Il faut que des hommes et des femmes, de grandes capacités, de grandes visions, avec la puissance de la connaissance, avec la puissance du savoir, pour mettre debout ce qui est censé être la gâchette du revolver, de manière à relever les défis. Et le vrai défi pour nous, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir été fidèle à ce programme au cours duquel nous recevions M. Norbert Yamba, président d'un mouvement citoyen dénommé la NVP, Nouvelle Vision Panafricaine, qui a parlé de l'Afrique, du Congo, du monde. Il a fait une lecture un peu globale de toutes ces situations. Nous vous disons merci. Le rendez-vous est pris très prochainement pour notre numéro. Moi et JC, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et bye bye.